Ok, Félix. Je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. T'es auteur, comédien, interprète. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas trop ce que tu fais et ton parcours, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir sur toi, sur ton enfance, pour comprendre comment t'en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui? Wow, la question démarre super vite. On rentre directement dans le dur, il n'y a pas de comment ça va. Moi, je suis pas du tout dans le small talk. Non, on est j'aime dans pas. le Moi, j'aime le deep, tu vois. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir de moi ou de mon enfance? Ouais, pour comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Je pense que je suis un garçon qui a une grande sensibilité et surtout qui est sûrement un peu désaxé ou qui s'est construit de manière tordue. Je ne sais pas bien si c'était inné ou acquis, mais voilà, je fais de mon mieux. C'est Alfred de Musset qui a écrit une phrase qui est dramatique mais que je trouve très jolie. Il a dit « Pardonnez-moi, grands auteurs, je ne suis qu'un enfant qui souffre ». Et il y a un peu de ça quand je vois les artistes. Je vois juste des enfants qui sont un peu en souffrance avec l'amour, la solitude, la mort, et qui font de leur mieux pour faire spectacle. Et c'est un peu ça, je pense. La meilleure chose pour me comprendre, c'est je fais spectacle. Et tu parlais dans certaines interviews de ton enfance et tu racontais un peu que tu te sentais un peu exclu justement parce que tu avais une grande sensibilité, que tu réfléchissais pas forcément comme les autres et que par moments tu te faisais même harceler à l'école. Comment est-ce que ça a impacté derrière ta capacité à t'exprimer? Parce que tu t'exprimes très ouvertement, tu oses parler et exprimer plein de choses. Comment est-ce que ça t'a impacté l'harcèlement à l'école? Je sais pas, je pense que quand tu as beaucoup souffert du manque d'échange social ou du manque de considération, il y a deux chemins qui s'offrent à toi, c'est Dark Vador ou Anakin, quoi. Il y a un peu soit tu veux produire la destruction partout autour de toi, soit tu veux faire en sorte que plus personne ne souffre autour de toi. Et je pense avoir pris ce deuxième chemin. Aujourd'hui, moi j'ai fait un diagnostic. Aujourd'hui, je sais que en tout cas j'appartiens au spectre autistique. Et ça explique beaucoup de choses de quand j'étais enfant. J'avais pas le même référentiel que les autres. Et donc ça m'arrivait parfois d'être trop ou de ne pas être assez à des endroits où les gens sont plutôt constants, où il y avait quelque chose comme un code défini social. Et aujourd'hui, si je parle mieux ou si je me comporte mieux, dans certaines situations, c'est aussi des choses que j'ai apprises sur le tas. Et maintenant, je sais qu'il faut éviter, je sais pas, d'exprimer sa colère beaucoup trop brutalement ou d'exprimer sa joie beaucoup trop brutalement. J'ai un souvenir quand j'ai été très heureux un jour d'aller à l'école parce que j'avais fait un nouveau copain et j'avais trop hâte de le revoir. Et en fait, on s'installe sur le banc de l'école et en fait, je suis content. Donc, moi, je viens près de lui et je l'écoute. Et vraiment, j'étais, je pense, trop près. Et il m'a poussé et m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas gay en fait, je suis pas gay. » Et j'étais « Mais c'est pas... Moi non plus. » C'est juste l'idée de... Et j'ai compris qu'effectivement, bon, socialement, c'est bien d'établir des distances, politesse. Il y a des prérequis de small talk quelquefois. Tout ça, je l'ai appris. J'ai comme un genre de grand manuel dans la tête de comportement à adopter en cas de situation. Et ça me permet quelquefois d'être plus juste que les autres. Mais dès qu'une situation sort de mon manuel, je me retrouve face à moi-même et je sais pertinemment que j'ai pas le droit de me faire confiance sur mes ressentis toujours. Et c'est tout le combat de ma vie actuelle, c'est de réapprendre à me faire confiance sur mes ressentis. Parce que si quelqu'un... je suis beaucoup sujet aux agressions, parce qu'en fait, si quelqu'un n'entend pas mon nom, par exemple, je suis perdu, parce que du coup, mon manuel, il est là, bon, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me fais manger tout cru. Et comment, c'est-à-dire, ce manuel, comment tu l'as créé? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, quand je suis dans une interaction avec quelqu'un, il faut que j'agisse comme ça, ou il faut que je parle comme ci? Ouais, c'est ça, c'est plus ou moins ça. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu tellement inné que je me rends pas compte que je le fais. Mais je pense que je suis pas totalement la même personne en public qu'en privé. Et je pense aussi que ça crée une forme d'épuisement social. Et c'est une conversation que j'ai eue avec mon amoureuse qui m'a dit « Mais c'est fou comme tu peux passer du jour à de la nuit. Enfin, tu peux avoir plein d'idées, avoir envie de faire plein de choses, être super sociable. Et en fait, d'un coup, devenir tout timide, timoré, plus avoir rien à dire et juste vouloir du silence. » Et je dis « En fait, c'est deux personnes qui existent et qui font... Bon, on est tous ambivalents de toute manière, mais... » Ça t'a aidé d'être diagnostiqué, de savoir, de poser des mots un peu sur ce que tu vivais à l'intérieur de toi? Je pense que ça peut aider si c'est pris à la source, à la racine, et pouvoir comprendre quels outils tu as en main pour te construire. Moi, ça m'a pas aidé dans la mesure où j'ai appris ça beaucoup trop tard. Je me suis construit comme je me suis construit. Je suis un peu bancal, un peu tordu. Il y a de la ficelle et du scotch, mais je tiens debout et c'est ça l'important. Après, ça m'a permis de m'excuser certains comportements ou certaines situations que j'ai vécues quand j'étais enfant.
Ça m'a permis de demander pardon aussi à des proches et de donner des clés aussi pour les gens que je rencontre, pour leur dire je suis capable de donner à des endroits où personne ne donnera. Et puis parfois, tu vas voir que je vais caler et je serai incapable de te donner à des endroits où tout le monde donne. Et c'est le jeu de ma personne. Mais le but aussi de chacun, c'est de se prendre en main et de s'obliger à la rigueur, à l'effort. Voilà quoi, on n'est pas là pour juste imposer à l'autre soi-même, on est là aussi pour se grandir et c'est mon travail. J'adore. Et comment est-ce que tu as fait de ta sensibilité? Comment est-ce que... Parce que j'ai l'impression que tu as réussi finalement à en faire quelque chose de bénéfique, d'utile, de créatif dans ce que tu fais. Là où beaucoup de personnes pourraient, tu vois, vivre leur hypersensibilité comme, un peu comme un fardeau. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis mieux ta sensibilité ou comment Sûrement, est-ce que tu la vis? sûrement que je la vis mieux parce qu'aujourd'hui, je me suis aussi entouré de gens qui portent cette même sensibilité. Et puis j'ai l'occasion aussi, grâce à mon travail, d'être mis en relation avec plein de gens qui, eux aussi, estiment être sensibles. Après, je pense vraiment que tout le monde a plus ou moins la même sensibilité, on a juste une manière différente de la vivre. Quand je pense à mon père qui m'a longtemps répété les hommes ça se bat, ça frappe plus fort quand on est frappé, ça pleure pas, ça se tient droit. On pourrait penser que mon père est pas sensible, alors que je suis sûr que mon père a une immense sensibilité, c'est juste qu'il a appris à la réfréner, à la dissimuler, à la mettre en cage. Et donc vraiment, ça c'est une conviction que j'ai personnellement, je suis sûr qu'on est tous ultra sensibles, l'être humain est Ah, ultra sensible, c'est juste on a tous une manière différente de la laisser parler ou s'exprimer. Et au contraire, enfin, on a souvent tendance à penser que les gens qui expriment leur sensibilité en disant moi je suis pas capable de faire ça, moi je pleure beaucoup, moi j'ai besoin de douceur, on a tendance à penser que ce sont des gens fragiles, alors qu'au contraire, dans un monde aussi brutal que le nôtre, dire en fait moi ma sensibilité elle est là et je la ferai pas reculer, c'est une des plus grandes forces et un des plus grands courages qu'on puisse avoir. Donc moi mon rapport en fait s'inverserait. Je dirais que les gens les plus sensibles sont les gens qui ont besoin de virilité, de force et de dureté, de guerre et de violence, ce sont eux les plus sensibles. Et j'ai presque envie parfois de leur dire allez, viens, viens, mmh, je vais te faire un câlin, mon vieux, parce que tu as vraiment besoin de te détendre un petit peu. mmh. Et à l'inverse, tous les gens qui sont là à faire de l'art, de la douceur, de la délicatesse, qui prennent le temps de dire merci, enfin, c'est. Bravo, hein, vous êtes des guerriers du beau, c'est grâce à vous que ça existe. C'est trop intéressant ce que tu dis sur ces personnes-là qui sont... Moi, je reconnais aussi un peu mon père dans ce que tu dis, tu vois. Ah, on a eu Très, le ouais. droit au même. Bah, très, ouais, très dans cette virilité, dans cette masculinité, très résilient, tu vois. Mais finalement, j'ai aussi beaucoup perçu de sensibilité chez lui qu'il n'osait pas exprimer. En tout cas, qu'il n'avait pas vraiment le droit ou qu'il sentait qu'il n'avait pas la possibilité d'exprimer. Totalement, totalement. Je suis sûr qu'il y a une incapacité à communiquer avec, mais elle est là, c'est juste elle surgit. Et je trouve que ce qui est intéressant chez toi, c'est que ça donne un peu un nouveau modèle de... Tu te donnes vachement la permission d'exprimer ce que tu ressens, je trouve. Comment est-ce que tu t'es donné cette permission? Est-ce que, bon, je veux dire, qu'est-ce qui a fait que tu as eu le courage de montrer cette part de toi? Je pense qu'il y a une grande part de naïveté aussi, due au fait que j'ai toujours été un gamin bizarre, et donc j'ai fait souvent preuve de naïveté. Je savais pas que c'était pas ok de dire euh, je pense que j'ai plus envie que tu t'en ailles de ma vie. Enfin, je t'aime. Je savais pas que c'était bizarre de dire je t'aime. Enfin, il y a des gens qui tremblent sur des sujets où juste moi j'ai besoin de l'exprimer parce que ça me fait du bien. Et j'ai appris a posteriori à faire ah ok ça faut pas le dire comme ça. Donc je pense que c'est vraiment juste une naïveté. Et puis avec le temps aussi il y a eu quand on est enfant, il y a beaucoup de pression d'un coup. Enfin, en tout cas pour moi, je l'ai vécu avec l'école, les parents, le travail, le besoin de trouver un chemin. Il y a beaucoup de choses qui s'amoncellent sur les épaules et au bout d'un moment, c'est un peu comme une sorte d'explosion, de rebond. De, il faut que ça sorte de moi, il faut que je puisse exister, sinon je vais juste. C'est un chemin ou l'autre, c'est la vie ou la mort. Il faut que. Donc j'ai préféré courir vers la vie et j'espère que ça va continuer et que je ne me suis pas gouré trop route. Non, clairement, Ça, t'es je clairement reste. à ta place. On le ressent tellement. Mais je pense que tu t'as dû le voir avec toute la résonance que tes mots, ils ont, même sur les réseaux. Je pense que tu as reçu beaucoup de... Je sais que tu as aussi reçu de la haine, mais je pense que tu as reçu aussi beaucoup d'amour. Oui, bien sûr, non, bien sûr, on reçoit que de l'amour énormément la plupart du temps. Après, souvent, c'est aussi de l'amour qui est à dompter, hein. Enfin, j'imagine que tu vois ce que c'est aussi les réseaux, tu le vis autant que moi, mais parfois même l'amour, il est maladroit, il est brutal, il est aveugle. Enfin, donc moi aussi, je le vis parfois comme une violence, presque même plus que comme un haters. Mais oui, je me rends bien compte que ça peut aider. J'ai reçu un mail charmant il y a 2 jours, enfin charmant, d'une jeune femme du Québec
qui me disait que sa maman était en train de mourir, elle était sur son lit d'hôpital et que du coup elle lui passait mes playlists en boucle parce qu'elle l'avait demandé et qu'elle est partie sur mon travail. Et Waouh. du coup elle voulait m'écrire merci. Et je trouvais ça fou qu'un texte qu'on peut écrire dans sa chambre pour se faire rire ou pour se faire plaisir puisse traverser l'Atlantique, enfin puisse traverser même le fleuve de la mort, quoi. Il y a un délire du hey, on est sur le Styx. Mais ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser autant aux mots, justement? Parce que ça a l'air d'être vraiment ton terrain de jeu, les mots, la poésie, toutes ces choses-là. Comment est-ce que tu t'y es intéressé? C'est parce que les mots sont le moyen le plus court pour arriver jusqu'à toi, pour arriver jusqu'à les autres. C'est par là qu'on communique ce qu'on a à l'intérieur vers l'extérieur. Et comme j'étais très seul, j'avais vraiment très envie d'avoir un ami. J'avais très envie aussi de parler à l'amour, enfin de pouvoir m'exprimer, lui dire ce qui me faisait ressentir, toutes les couleurs que j'avais dans... Et les mots sont le seul moyen que j'avais. Donc j'ai appris, j'ai lu beaucoup. Et je me suis beaucoup entraîné. Enfin, j'ai relu les poèmes que j'écrivais quand j'étais enfant. C'est vraiment pas ça, hein, mais... Et je me rappelle, ma première expérience littéraire, c'était, je devais être un gamin, je devais avoir 13 ans, j'avais mon petit blog où je mettais mes poèmes, et je parlais avec une jeune femme qui s'appelait Nora à l'époque, et du coup, je lui envoyais un poème, et elle me disait, mon Dieu que c'est beau, écris-moi encore des textes. Et en fait, juste le besoin de lui raconter l'amour, ça a été mon premier moteur d'écriture, et d'aller à la rencontre des autres. C'est pour ça, souvent, les gens me disent, ah, vous êtes un amoureux des mots, etc. Pas du tout. Je suis pas un amoureux des mots, moi je suis un amoureux des gens. Je suis un amoureux des filles de qui je tombe amoureux, de mes amis, je suis amoureux de ça. Et les mots sont mes meilleurs amis pour accéder à ces gens et leur dire combien ils sont importants pour moi. Mais c'est mon meilleur ami, c'est pas mon amour, les mots. Comment est-ce que ta vision de l'amour, elle a évolué, justement? Oula, Avec le grandement. Parlons Grandement. Parlons du sujet fatidique. Je pense que aussi ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est pas parce qu'on a tous un cœur qu'on est tous capables d'aimer correctement. C'est comme plein de choses. Il faut l'apprendre, il faut l'expérimenter, puis il faut se tenir un peu. Euh, j'ai d'abord eu l'amour enfantin, c'est-à-dire l'amour intense, passionnel, le besoin juste de sans limite et sans calcul, vouloir vivre ce qu'on a à vivre et intensément, passionnément se fusionner. Enfin, et puis on se rend compte que c'est pas viable parce que ça crée aussi beaucoup de violence, beaucoup de destruction, beaucoup d'abandon aussi. C'est dévorant l'amour quand on le laisse brûler comme ça, comme un incendie. Ensuite m'est venue une sorte de colère envers les poètes et envers les auteurs qui te parlent du romantisme. Une grande colère, une sorte de rébellion en mode l'amour dont vous parlez, enfin, croiser Esmeralda au coin de la rue et fondre d'amour et que ce soit simple et ils s'aimèrent jusqu'à la fin des jours, tout ça n'existe pas. Donc j'ai fait une sorte de rejet de l'amour, en mode ça n'existe pas, l'amour n'existe pas. Et puis j'ai réalisé en grandissant que l'amour au final, le grand amour avec un grand A était en réalité l'amour avec un petit a, et que rencontrer quelqu'un d'un amour tout à fait discret et humble, enfin on se retrouve autour d'un café, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent pas, et puis parfois c'est simple, et parfois c'est compliqué, parfois on n'a rien à se dire, parfois on s'ennuie aussi dans une histoire d'amour, et puis parfois il faut se battre, il faut trouver des solutions, parfois on n'est pas d'accord, parfois il y a des disputes. En fait c'est ça le grand amour, c'est tout le chemin en fait, c'est pas l'arrivée, et j'ai trouvé ça encore plus charmant, ce romantisme-là, qui est pour moi une sorte de romantisme moderne où on abandonne ce concept de souffrance et d'idéalisation, de cristallisation de l'autre, et de décider que l'autre, on va l'aimer pour ce qu'il est, pour toute sa fragilité et pour tous ses défauts aussi. Et viens, on va s'ennuyer tous les deux un peu, quoi. On va faire un bout de chemin ensemble et c'est ça qui est joli. C'est très beau. Qu'est-ce que tu t'as appris sur toi-même depuis ta dernière rupture? Pardon. T'es pas obligé de répondre à cette question. Non, t'inquiète, On peut cutter au montage. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai appris avec ma dernière rupture de moi-même? Je pense que j'ai appris que j'ai grandi, en vrai. Je pense que j'ai grandi parce que les ruptures, ça fait toujours très mal. Mais j'ai la sensation que on a réussi à se séparer dans l'amour et dans le respect de l'un et de l'autre. Et ça me fait plaisir aussi de voir que l'amour vint, même quand il s'arrête. C'est beau aussi de se quitter amoureux et de continuer de pouvoir s'écrire et de prendre soin l'un de l'autre. Parce qu'on a rompu, par exemple, il y a un mois. L'album, il sortait, elle est en couverture de mon album, elle est sur tous les titres de l'album. Donc ça, au début, j'ai eu beaucoup de chagrin en me disant, mon Dieu, quelle erreur j'ai fait. Et puis en fait, en même temps, je me dis pas du tout quelle erreur, pas du tout. C'est merveilleux d'avoir fait cet enfant qu'on n'aura jamais. Enfin, c'est un album
qui signifie, qui représente pour elle et moi ces 3 ans d'amour en vie en commun. Et là, on est en train de travailler la réédition de mon album. Et il y avait un titre que je voulais faire, et je savais que c'était sa voix qu'il fallait dessus. Et au-delà de moi, mon chagrin de rupture, je me suis dit, en fait, pour la beauté, c'est elle qui doit le faire, donc je l'ai appelée. Elle est venue au studio et on a enregistré un titre alors qu'on avait rompu et que ça nous fait tous les deux assez mal de se voir. Mais il y a pour l'art, en fait, pour la poésie, c'est la beauté qui sauvera le monde, quoi. Il y a un truc de... C'était tellement important que ce soit elle qui vienne porter ce texte-là. Et on était très reconnaissants l'un de l'autre de pouvoir se séparer et en même temps ne jamais vraiment se quitter. Il y a quelque chose de... Voilà, quoi. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit l'homme pleure et l'artiste applaudit. Il y a ça. Ouais, je trouve ça intéressant la manière dont tu parles d'elle. Tu parles d'elle avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour et de bienveillance. Euh, Comment est-ce que pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent justement réussir à voir le beau dans une rupture, dans un moment aussi douloureux? Euh, tout dépend les gens, tout dépend les situations et j'ai pas de loi à donner, à promulguer, mais Selon ta ouais, perception à toi, bien sûr. j'ai la sensation que lorsqu'on aime quelqu'un pour de vrai, on n'est pas si important dans l'équation. Enfin, quand on aime quelqu'un pour de vrai, c'est la personne qu'on aime. Et pour moi, aimer quelqu'un, ça signifie lui vouloir du bien, vouloir qu'elle soit à l'abri, qu'elle soit en adéquation avec qui elle veut être, qu'elle fasse ce qu'elle aime, et enfin, lui apporter la lumière, la protection, le bouclier, enfin, aimer l'autre, c'est ça, quoi. Et si un jour l'autre décide de s'en aller, qu'ai-je à y dire, à vrai dire c'est merveilleux. Si tu considères que ton bonheur est ailleurs que dans mes bras, trace ta route et je serai le premier heureux de voir que tu t'épanouis, que tu rencontres quelqu'un qui t'apporte à nouveau ce que tu cherches. Enfin, je suis pas là pour emprisonner l'autre et si elle considère qu'elle est plus heureuse, je vais pas dire non, tu restes. Au contraire, l'amour c'est malheureux, mais c'est ça aussi. C'est si tu viens vers moi, je suis tellement heureux que tu sois là et si tu t'en vas, je verrai toujours à ton chemin. Et encore aujourd'hui, si je peux l'aider, je l'aiderai, comme je peux le faire avec mon premier amour, Clémentine. Les femmes que j'ai aimées, que j'ai vraiment profondément aimées et qui m'ont, je pense, profondément aimé aussi en retour, je pense que je les aimerai toute ma vie. Et c'est très important, je pense, de toujours aimer les gens qu'on aime. Ouais, tu vois, ça me fait penser aussi à un autre type d'amour, c'est l'amour qu'on a pour notre famille. Et hier soir, moi, même avant hier soir, j'ai réécouté la chanson que tu as fait pour ta maman. Ah oui. Et qui m'a fait pleurer, Oh non. mais comme une madeleine. Oh non, non. Je l'ai envoyé à ma mère, elle a pleuré aussi. On pleurait ensemble. Mais c'était tellement beau et tu as l'air d'avoir une relation tellement, tellement belle avec ta mère. Comment est-ce que justement ta vision de l'amour familial parce que tu poses aussi un regard, je trouve, très bienveillant envers ton père, envers ta grand-mère. Comment est-ce que tu as évolué là-dessus, tu vois? Je suis curieuse de savoir... Moi, je suis pas certain d'avoir l'esprit familial dans la mesure où j'aimerais pas aveuglément les gens qui font partie de ma famille parce que sous prétexte que nous sommes cousins ou... Cependant, l'avantage de la famille aussi, c'est qu'on peut accéder à toute l'histoire de A à Z. Enfin, mes petites sœurs, c'est assez rare dans une vie de connaître quelqu'un depuis sa naissance, quoi, depuis son jour 1, et d'accéder aussi à leur tiroir d'intimité. J'ai vu mes sœurs dans leur chambre écrire dans leur journal intime. J'ai vu mes sœurs pleurer, tomber amoureuses. Et en fait, accéder à toute la vie d'un être humain, je trouve qu'il y a quelque chose d'attendrissant et d'attachant. Enfin, ça m'émeut énormément, quoi. Donc moi, mes sœurs, ce sont les êtres humains que j'aime le plus au monde parce que je sais tout d'elles et elles savent tout de moi. Et je veux absolument qu'elles aient quelqu'un à la hauteur pour les protéger. Je veux absolument qu'elles réalisent tout ce qu'elles veulent réaliser. Et c'est pareil pour ma mère et mon père. Enfin, ce sont des gens qui d'abord ont eu le rôle de parents pour moi. Ma mère et mon père, ce sont des gens qui d'abord ont eu ce sort de rôle un peu éloigné de je suis ton père, je suis ta mère. Et très vite, en grandissant, ils ont comme abandonné ce rôle en disant bon voilà, maintenant on t'avoue. Ils ont retiré le rideau, j'ai vu les cordes tenir avec des nœuds de marins et tout. Et ils étaient là, voilà, on t'avoue qu'en fait, à la base, on était juste deux jeunes qui se sont aimés un jour et qui ont fait un bébé. Et on est là et on galère de ouf. Et ça a été la meilleure décision qu'ils ont faite, de juste arrêter de prétendre tout savoir et être solide. Et j'ai vraiment vu mes parents faire c'est tellement dur d'être parent. Aide-nous un petit peu à être parents. Et aujourd'hui, mes parents, parfois, je les appelle par leur prénom.
Ah ouais? Et c'est pas du tout une destitution ou un manque de respect, au contraire, c'est désormais je sais qui tu es et je t'aime pour qui tu es vraiment et non pas pour ce que tu as bien voulu me montrer pendant mon enfance. J'aime tout de toi. J'ai vu ma mère aussi pleurer, j'ai vu ma mère pas savoir, j'ai vu ma mère douter, bégayer, faire des erreurs. Et c'est pour ça que je l'aime immensément. Puis quand j'étais enfant, on a mis beaucoup de temps à trouver la fréquence, mes parents et moi, parce que j'étais sûrement un enfant très bizarre et très turbulent. Mes parents étaient des parents assez inadéquats et assez maladroits. Et on a mis beaucoup de temps à trouver comment se parler, comment trouver des solutions. Donc je fuguais énormément. Ils ont fait beaucoup d'erreurs avec moi. Mais ce qui nous a toujours reliés, c'est la certitude profonde que eux comme moi, on s'aimait. Malgré parfois les cris ou les poursuites ou les fugues, il y avait un truc de je sais que mes parents veulent le mieux pour moi et même du plus profond de leur cœur, et c'est juste qu'ils savent pas comment m'aider. Et moi aussi, ils savaient que je les aimais. Et le jour où j'ai réussi à mettre des mots et dire voilà comment il faut faire pour m'aider les amis parce que sinon je suis tout seul, ça a été le plus beau jour de ma vie. Mes parents ont fait ah c'est ça. Mon père aussi, tu vois, il m'a dit ouais, il faut être solide, faut être machin. Je dis papa, tu sais, regarde qui je suis. Je peux pas me battre. Voilà, je vais me battre, mais regarde comment je vais me battre, ça va être avec les mots, ça va être avec l'amour, ça va être. Et mon père vraiment, je l'ai vu se détendre et faire ah on peut faire ça comme ça aussi. C'est vrai, on peut s'épanouir comme ça. Ça l'a impacté Ah oui, beaucoup, j'ai plus le même homme, plus du C'est tout. vrai? Ah oui, je pense que j'ai été son daron peut-être sur ce côté-là, mais mon père au début a été très réfractaire à l'idée que je fasse de la poésie, du théâtre, c'était pas un métier, c'est pas une manière d'être un homme, machin. Et en fait, au fur et à mesure de venir et de se rendre compte que ça portait des gens, que ça amenait du positif, que ça m'épanouissait, que je devenais un homme, mais un homme tel que j'ai décidé de l'être. Mon père est venu me voir en spectacle dans ma ville d'origine, dans un grand théâtre, il y avait 600 personnes. Et à la fin, il y a eu une sorte de standing ovation. Et j'ai vu mon père vraiment faire oh waouh. Et en sortant de cette salle, il allait serrer les mains de tout le monde. Je suis son père. Je suis son père. Je suis son père. Et j'ai jamais lu de livre, moi. Et je suis son père. Et il arrêtait pas de dire ça. J'ai jamais lu de livre. Et je suis son père. Et à partir de ce jour-là, mon père est devenu mon meilleur ami. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il a appris qu'on pouvait être un homme comme ça. Et aujourd'hui, il a abandonné certains discours, il a abandonné certains comportements. Et je le vois s'attendrir. Je sais pas si c'est l'âge ou si c'est ou si c'est moi ou si c'est mes sœurs, mais je le vois s'apaiser et je trouve que c'est charmant. C'est C'est plus le un même homme. cadeau incroyable que tu lui as fait. Bon, je pense qu'il me l'a fait aussi, mais c'est un cadeau qu'on se fait mutuellement. C'est ça aussi l'avantage de faire des enfants, c'est ça permet de s'éprouver, de discuter quoi. Ouais, de se libérer mutuellement en fait. Tu l'as déjà vu pleurer ton père? Je l'ai jamais vu pleurer. Je l'ai jamais vu pleurer, non. Je l'ai vu, enfin, je l'ai su pleurer parce que j'étais pas là il y a un mois à la mort de son père. J'ai pas pu y être. Enfin, je suis venu lui dire au revoir, mais et on a passé un de mes textes pendant sa crémation et mon père s'est mis à pleurer en disant que le combo fils-papa là, Ah oui, ça l'a pris en entonnoir. Et donc je suis content que mon père ait pu retrouver le chemin des larmes et surtout le chemin des larmes en public. Enfin, c'est pas une faiblesse de pleurer, au contraire. Totalement. Je suis curieuse de savoir, parce que quand je t'entends parler, j'entends beaucoup de... J'ai du mal à t'imaginer rancunier. Est-ce que t'es rancunier ou pas? Parce que j'ai l'impression que t'arrives à voir à travers les gens et de voir, en fait, finalement, même quand quelqu'un, tu vois, te dit quelque chose de méchant ou te fait peut-être souffrir à un certain niveau, c'est comme si t'arrivais à voir à travers eux, à voir là où eux, ils sont blessés. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être rancunier, d'avoir... tu sais, Oui, d'avoir je comprends totalement ta question. Et c'est marrant, j'en ai parlé durant l'été. Euh, Ça me pèse en fait. C'est vrai? Ça me pèse de trop toujours surintellectualiser et parfois je ressens une sorte de boule de frustration, de colère, et j'arrive pas à l'exprimer parce qu'à chaque fois que je vais pour l'exprimer, je me dis oui mais cette personne-là, elle a pas vraiment voulu me blesser, enfin, ou je comprends pourquoi elle m'a blessé, enfin ça fait partie de sa trajectoire. Enfin à ce moment-là, elle avait pas les réponses. Enfin, tous les enfants par exemple qui m'ont parfois violenté, qui m'ont humilié, enfin aujourd'hui je pose un regard tellement bienveillant, je me dis mais ces gamins, il aurait fallu juste les prendre dans les bras et dire allez, sors ce que t'as à sortir. J'ose même pas imaginer ce qu'ils prenaient dans la tronche à la maison, quoi. Il y a un truc. Mais du coup, en fait, cette explication continue, elle empêche une sorte de colère parfois de jaillir, et donc ça m'aide par l'art. L'art, je m'autorise du coup parfois à écrire des choses violentes,
Et c'est chouette, c'est ça la catharsis, quoi, c'est la littérature, mais effectivement, j'ai tendance à ne pas être rancunier. Par contre, c'est un mot que j'avais inventé, j'en ai parlé il y a pas longtemps, mais je trouve qu'il manque un mot dans la langue française parce qu'il existe la rancune et la rancœur. Et il existe quelqu'un de rancunier, mais on n'a pas inventé le mot rancœurier. Et je trouve que moi, je suis rancœurier. Parce que la différence entre la rancune et la rancœur, c'est que la rancune est volontaire. Tu décides que la personne t'a blessé, tu lui en veux. Alors que la rancœur, c'est tu m'as blessé et je garde au fond de moi le bleu, le coup. Et j'ai plus envie de prendre ce coup-là, donc je m'éloigne. C'est pas moi qui le décide, c'est juste physiquement, j'ai gardé la blessure de toi et à chaque fois que tu lèveras la main trop vite, je vais avoir le réflexe de m'en prendre une autre. Et je suis rancœurier, je pense. J'en veux pas. Si tu m'as blessé, c'est pas grave. Enfin, je comprends intellectuellement et c'est ok, je suis pas ton ennemi. Par contre, existe loin de moi, s'il te plaît. C'est comme ça que tu fonctionnes, du coup. Ah oui. Okay. Il y a des gens avec qui j'ai rompu contact, non pas parce que je les aime pas, je comprends totalement pourquoi ils sont comme ça et parfois même ça m'a attendri, mais je prends trop de claques et je suis trop fragile que pour vivre aux côtés de toi. Désolé. Va vivre loin de moi. C'est intéressant. Et ça, tu arrives à l'acter sans culpabilité, sans... Parfois si, parce qu'il y a des gens qui, quand tu t'éloignes, te demandent 1000 fois pardon d'être colérique ou d'être violent ou d'être humiliant. Et puis parfois, t'es un peu leur seul repère, parce que forcément, ces gens-là, quand ils se comportent comme ça avec toi, ils se comportent avec d'autres gens. Il y a un truc un peu de ne pars pas, s'il te plaît, je vais faire des efforts. Et c'est toujours un déchirement. Enfin, je pense par exemple à une femme que j'ai beaucoup aimée aussi, qui était très colérique, qui faisait des grandes crises de colère. Et en fait, la colère, elle ne savait pas la gérer dans la mesure où dès qu'elle passait en colère, elle n'avait plus aucune limite sur la violence. Et donc, elle se servait de tout ce qu'elle savait de moi pour m'atteindre et me blesser, pour me faire du mal. Et c'était vraiment... wow. Et j'avais l'impression de voir une petite fille avec un chien qui aboie dans le cœur. Et j'avais peur d'abandonner cette fille avec ce chien, quoi. Il y avait un truc... j'avais pas envie de la laisser toute seule avec ça. Et longtemps, tu fais fi des griffes et tu la prends dans tes bras. Et en fait, un jour, il faut que tu dises... Je ne peux pas rester près de toi parce que tu es en train de m'enterrer. C'est trop intéressant. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, dans cette... presque une forme d'empathie presque excessive où on a de la peine pour les personnes qui nous font du mal. Bien sûr, c'est ça. Et je trouve ça génial que tu arrives à mettre une limite finalement. Il faut, ouais, il faut. Je sais pas si j'arrive à la mettre à temps, mais en tout cas, je la mets au bout d'un moment. Et ce qui me chagrine aussi, c'est que cette empathie que j'ai pour les autres, j'arrive pas à l'avoir avec moi. Et je m'en veux de tout. Et T'es dur avec toi-même. Je me trouve pas assez. C'est même pas que je me trouve dur. Enfin, c'est juste, je m'aime pas beaucoup, quoi. Je m'aime pas beaucoup, ouais. Il y a un truc un peu de ça. Pourquoi? Je sais pas, je me trouve pas assez bien. Je me trouve pas assez malin, assez gentil, assez lumineux, assez constant. Ça vient d'où ces croyances-là? Je suis pas sûr que ce soit une croyance. C'est juste, je sais pas. Tu penses que c'est pas des croyances, que c'est des faits? Ouais, enfin, ce sont des faits dans la mesure où enfin, tout le monde est faillible, tout le monde a des défauts, tout le monde fait des erreurs, mais j'ignore pourquoi, en fait, celles des autres m'importent assez peu, mais les miennes me terrorisent. Et ça me suit, enfin, une dette est pour moi un remords, c'est une réplique de Musset aussi, mais il y a un peu de ça, il y a un... Je sais pas pourquoi, mais un jour... Hein. Mais ça, c'est... Enfin, de mon point de vue, c'est des perceptions, c'est hyper subjectif, en soi, c'est pas des faits, c'est ce que tu te répètes à toi-même. Mais tu vois, une autre personne de l'extérieur, elle peut avoir une vision de toi complètement différente. Oui, c'est sûr. Et je suis sûre que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui t'envoient une image de toi complètement différente, et c'est peut-être aussi ça qui est difficile à réconcilier entre l'image que toi, t'as de toi et ce que autant de personnes peuvent t'envoyer sur les réseaux, par exemple. Oui, bien sûr, bah ça c'est sûr que ça crée un décalage entre le super toi et le toi. Et t'as envie de correspondre à ce super toi parce que c'est merveilleux de te dire ah putain, je suis un auteur merveilleux, je suis trop fort, et je suis gentil. Mais la vérité, c'est qu'on est tous des êtres humains derrière ces stéréotypes. Mais justement, moi, je te trouve très humain dans ce que tu montres. Est-ce que c'est gentil. Non, mais c'est vrai, mais est-ce que tu dirais que t'es toi-même dans ce que tu proposes? Ah oui, on n'est jamais quelqu'un d'autre. On n'est jamais quelqu'un d'autre, mais je suis moi, mais je suis la meilleure version de moi-même. Enfin, j'essaye juste de... Comme quand j'écris, en fait, écrire, c'est faire plein de tentatives infructueuses et en garder à chaque fois l'essence, l'essai qui a réussi,
et faire un bouquet de ça, c'est faire un parfum de soi-même. Enfin, je ne parle pas comme j'écris, et bien malheureusement, je l'ai longtemps fantasmé. J'aurais aimé être l'auteur dans la vie, enfin, sortir des phrases et des punchlines et toujours avoir le mot juste, aucun mot de trop. La vérité, c'est que quand on parle, on envoie comme une sorte de mitraillette et on espère qu'à un moment, il y en ait un qui touche la cible. Et j'aurais voulu être un tireur d'arc, enfin, j'aurais voulu faire fup, fup, fup. C'est pas comme ça que Mais ça c'est va. une forme de perfection, Oui, peut-être, non? c'est sûr, c'est ça, hein, c'est un appel à la perfection. Et ça peut qu'amener beaucoup, beaucoup de frustration et de chagrin, mais c'est aussi ça qui me porte et qui me donne constamment l'envie et le besoin d'être toujours quelqu'un de meilleur en me couchant le soir. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi ce qui peut te créer de la souffrance? Parce que ça, c'est une question un peu un débat que j'ai avec certaines personnes où la question de, parfois on croit en tant qu'artiste ou quand on crée quelque chose, on a l'impression que si on se connecte pas à cette énergie-là de la souffrance, du manque, de la peine et de la douleur, qu'on perd notre force créative et que finalement on s'éteint un peu. Ah oui, bah ça c'est un long débat littéraire, à quel point la souffrance est nécessaire à l'art. Euh, Est-ce que toi, tu as l'impression parfois qu'il faut que tu restes dans cette perception de toi-même qui n'est pas assez, qui ne fait pas assez bien pour pouvoir continuer à devenir meilleur? Est-ce que c'est ce qui te... je pense oui, dans une certaine mesure, je pense qu'il faut courir après la voiture et que ceux qui l'attrapent savent pas quoi en faire. C'est comme les chiens dans la rue, un truc... Ouais, je pense, comment dire, que les choses les plus jolies que j'ai pu écrire ou que j'ai pu penser sont des choses qui venaient d'un inconfort, qu'il soit amoureux, social, de vie, face à la mort, face au temps qui passe. Mais dès lors qu'il existe du confort, il n'y a plus besoin de courir. Et ce serait même fou de continuer de courir. Si tu es bien, profite de ce bonheur. Et je pense, c'est pour ça, je pense, on écrit que quand on est malheureux, quand on est heureux, oh mon Dieu, on se tait. C'est un peu ça. Euh, Moi, je l'ai pensé, enfin, quand je suis tombé fou amoureux et que j'étais dans le canapé, qu'elle était dans mes bras, on regardait un film, il y avait mon chat, enfin, j'étais dans un appartement somptueux, j'avais de l'argent un peu sur le compte. Et à ce moment-là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'irais écrire quelque chose alors que j'ai tout ce dont j'ai pu rêver? Non, j'ai profité. Et j'ai bien fait de profiter, parce que ces moments-là sont fugaces et disparaissent au bout d'un moment. Mais la vie, ce sont des montagnes russes, et je pense qu'il faut savoir parler dans les descentes et juste profiter des montées. C'est ça aussi. C'est vrai. C'est vrai, et je pense que... Mais en tout cas, moi, de l'extérieur, je trouve que c'est une très belle qualité que tu as de réussir à voir les gens dans leur entièreté, tu vois, autant leurs failles que leurs forces, et avoir cette empathie envers eux. Mais je pense que ce serait bien aussi que tu l'aies envers toi-même. Oui, c'est sûr, ça va être le travail d'une vie, sûrement. Ça va être le travail d'une vie. Si on parle un peu d'écriture, parce que c'est intéressant ta capacité à écrire et à quel point tu es fort dans cet exercice, comment est-ce qu'on peut devenir meilleur dans l'exercice de l'écriture? En écrivant. Je pense que c'est en côtoyant l'écriture qu'on devient meilleur. Enfin, si tant est qu'on puisse devenir meilleur. En tout cas, comment dire, je fais pas de jugement de valeur entre les œuvres, dans la mesure où un Proust, pour moi, vaut un Musset, comme il peut valoir un Sartre, enfin, on s'en fout. La littérature, c'est juste d'un humain à un autre, et en fonction de là où on est, ça peut nous parler. Par contre, on peut devenir meilleur dans la mesure où on peut mieux retranscrire ce qu'on veut retranscrire. Parfois, on a la plume rigide. Quand on est jeune, par exemple, on a la plume rigide, c'est-à-dire que on a une idée très précise de ce qu'on veut raconter, et quand on l'écrit, ça nous semble dur et maladroit. Et c'est plus on va écrire, plus on va enrichir notre vocabulaire en lisant aussi, en ayant des références, en découvrant d'autres univers, qu'on va avoir de plus en plus de couleurs sur notre palette et pouvoir le mieux retranscrire la couleur qu'on avait à l'intérieur. Donc pour moi, pour mieux écrire, il faut écrire et commencer à se connaître tout va devenir beaucoup plus fluide. C'est ce qu'on faisait avant avec les plumes à l'ancienne, elles étaient rigides au début et il fallait un peu les plier pour qu'ensuite elles redeviennent fluides et que l'écriture soit belle. Et c'est un peu la même chose, on a des plumes à l'intérieur de nous. C'est quoi le texte ou la chanson ou peu importe la création que tu as fait dont tu es le plus fier? Ma création dont je suis le plus fier, Mm. c'est sûrement ma pièce de théâtre Rosé Massimo et mon album
qui sont les deux grandes histoires d'amour que j'ai vécues, à vrai dire. C'est les choses dont je serais le plus fier. Je pense la pièce davantage parce que j'étais encore plus jeune et qu'il a vraiment fallu frayer le chemin. L'album a plus été fluide et dans une continuité parce que j'ai créé l'élan. Mais c'était vraiment créer l'élan lorsqu'il y avait le vide. Ça a été tout un combat avec beaucoup de larmes, beaucoup de frustration, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et le fait d'un jour réussir à la faire publier, de la faire monter, qu'elle soit vendue, qu'elle soit lue, ça a été une des plus grandes victoires que j'ai pu avoir. Ça me fait penser, tu vois, au fait que tu fais un métier qui est quand même assez différent de beaucoup de personnes. Et il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, bah, peut-être qu'ils ont envie d'écrire, ils ont envie de, je sais pas, de chanter, de faire un métier artistique ou peu importe. Mais ils se disent, comment est-ce que enfin, c'est impossible, je pourrais jamais en vivre, je pourrais pas vivre de ma passion. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à croire au fait que tu puisses en vivre et comment est-ce que tu as réussi à mettre à prendre les premières actions qui allaient te permettre de faire ce que t'aimes finalement? Parce que j'ai l'impression que t'es parfaitement à ta place et que tu fais vraiment ce que t'aimes. Ce qui est un... Oui, Ouais. c'est parce que je me suis jamais posé la question de est-ce que je pourrais en vivre. Ah, tu t'es jamais posé Non. cette question? Et ça m'a très peu intéressé parce que l'argent ça va, ça vient et on trouve toujours des solutions lorsqu'on veut. La seule question que je me suis posée c'est qu'est-ce que je veux faire en me levant le matin. Et la seule chose que je voulais et que je sais faire, c'est écrire des histoires, imaginer des choses, créer, faire de l'art. Enfin, c'est ça qui m'amuse, c'est ce pourquoi je me lève le matin, ouais. Et je me suis vraiment jamais posé la question. Est-ce que c'est une naïveté? Est-ce que c'est une évidence? Je sais pas, mais ouais, c'est. Je me suis jamais posé la question. Je me suis juste quand j'étais. En fait, je continue aujourd'hui de faire le travail que je faisais quand j'avais 15 ans et que j'étais dans ma chambre. C'est juste que l'audience a grandi et qu'aujourd'hui la confiance aussi s'accorde plus vite sur des médias, des choses. La vérité, c'est que l'exercice est le même. Je suis dans ma chambre, en boxeur, je mange des biscuits et j'écris et je me fais rire et je suis heureux. Et puis, c'est le même exercice. C'est juste qu'aujourd'hui, ça me permet de manger, c'est tout. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre à être drôle? Est-ce qu'on peut apprendre à être drôle? Ouais. Ou sûrement que oui, mais sûrement que oui, on peut être drôle en l'apprenant, mais c'est un peu comme le jazz. Enfin, le rire, il y a quelque chose tu le sens ou tu le sens pas. C'est une vague. Il faut un lâcher prise, un lâcher prise social. Enfin, il faut être connecté à l'autre. Je pense que si tu apprends, du coup, tu te connectes à toi-même et t'es là sur ta structure en mode. Alors, c'est là qu'il faut que je fasse ça. Alors que le rire, c'est sur l'autre. Donc, C'est spontané. oui, c'est un jazz, le rire. Ouais, parce que beaucoup de personnes se disent non mais moi je suis pas drôle, tu vois. Trop marrant. Ah oui, oui, bien sûr, il y a On plein dirait de... que ça, c'est drôle déjà. C'est Je vrai, suis pas tu drôle. trouves? Bon, bah, d'accord, alors qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a beaucoup de personnes qui essayent d'apprendre à être drôle, tu vois, d'avoir des enseignements pour comprendre l'humour, comment être drôle sur une scène ou peu importe devant un groupe de personnes, tu vois. Bah, je pense qu'au lieu d'apprendre le rire, il devrait apprendre le lâcher prise. Il devrait apprendre à se reconnecter à une conversation, à l'autre, à s'intéresser pour de vrai, parce que dès lors que tu t'intéresses, tu reçois beaucoup de matière, et cette matière, tu vas pouvoir la faire sonner. Mais par contre, là où c'est sûr, c'est qu'il existe l'humour et le rire quotidien, dans la vie de tous les jours, et l'humour d'humoriste, de travail, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et Raymond DeVos avait écrit quelque chose de très évoquant. Il avait écrit l'humour est une chose sérieuse avec laquelle on ne rigole pas. Et je trouve ça très amusant. C'est effectivement une science, enfin, ça dépend les registres, mais il existe le jeu de mots, le stand-up, le sketch, les personnages, la ventriloquie, tout ça, ça demande énormément de technique. Et c'est sûr que si on veut en faire son métier et non pas juste un amusement quotidien, ça va demander beaucoup de travail, ça c'est certain. Comment est-ce qu'on peut apprendre à raconter une histoire de manière intéressante, tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui, peu importe le métier qu'ils font ou dans leur vie quotidienne, ils ont l'impression de ne pas être écoutés quand ils racontent une histoire, tu vois? Ça peut être avec leur famille, avec leurs amis, au travail. Ils ont envie de raconter quelque chose, mais quand ils commencent à parler, les gens ne les écoutent pas. Comment est-ce qu'on peut être ou plus captivant, en tout cas, quand on raconte une histoire? Bah, je sais pas, c'est un peu comme. Non, je vais pas le dire. Comme... Ah, non. C'est intéressant, là. Non, je ne dirais pas. Maintenant, je suis curieuse. Il faut penser à l'autre. Il faut se mettre à la place de l'autre. Comment est-ce que tu voudrais recevoir une histoire? Les gens qui commencent à s'embourber dans des histoires infinies avec des détails millénaires,
Ça fait envie à personne, donc ne te mets pas dans cette posture-là, mais si tu te mets à la place de l'autre, comment est-ce que tu peux raconter ton histoire pour qu'elle soit amusante, fascinante, qu'elle se passe plus ou moins vite et qu'on ait envie d'en apprendre encore. Quand moi j'ai commencé les cours de théâtre, la première chose qu'on nous fait travailler, ce sont des fables de La Fontaine, qui sont des grandes histoires, parce qu'en fait ce sont comme des gammes d'un musicien. C'est vraiment là que réside l'ADN même de faire du théâtre, parce qu'une fable, c'est en vers, c'est un peu ancien, c'est un peu long et chiant, et si tu la lis, deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, l'un d'eux, enfin tu peux vite t'emmerder quoi. Et ma professeure de théâtre, elle m'a donné la plus belle des leçons, elle m'a dit en fait, il faut que tu imagines la raconter à des enfants. Et c'est un dessin animé, les fables. Ce sont des animaux qui parlent, il se passe des choses et à la fin, il y a une morale. Il faut que tu racontes un dessin animé. Et du coup, de commencer à faire une grenouille voulait comme un bœuf. Et en fait, les mots sonnent pas pareil que si tu fais une grenouille et un bœuf. On s'emmerde, tu vois. Alors que la grenouille, c'est voulant se grossir, c'est trop mignon. Ouais, c'est vrai. Et c'est pareil pour les histoires. Enfin, quand tu reviens du métro et tu fais faut que je te raconte, il y a un mec qui sort du métro et qui se lâche une énorme caisse. C'est pas la même chose. Tu fais oui, mec, alors t'es dans le métro, la nuit 6, mais je m'en branle, raconte ton histoire. Ouais, c'est vrai. C'est ne pas raconter dans trop de détails et vivre l'histoire dans l'intonation. Il faut vivre ton histoire, exactement. L'intonation, les mots, profiter des mots, aller à l'essentiel. Mais c'est pas grave s'il y a des détails, parce que ça peut être croustillant. C'est juste, il faut aussi être à l'écoute de l'autre et voir comment il réagit à ton histoire. Parce que si ça l'intéresse pas, bah, tu raccourcis. Si au contraire, il est pris dans l'histoire, tu peux t'amuser à répéter des choses. C'est juste une conversation, c'est... Bon, je vais le dire, c'est un peu comme un préliminaire, c'est ça que je voulais dire et que j'ai pas osé dire. Vas-y, il faut dire les choses. C'est un peu comme un préliminaire, enfin c'est un cadeau que tu fais à l'autre, et il y a un truc où si tu te connectes sur toi-même tout le temps, l'autre va terriblement se faire chier, il y a un truc où tu le fais pour l'autre, et donc c'est à l'écoute de l'autre, et t'es là pour ça, quoi. C'est vraiment c'est un peu comme une danse, quoi. Exactement, c'est une danse. Et en danse de salon, quand on fait une valse ou un tango, les corps sont tellement rapprochés, il y a une tenue en fait dans la main, et tu sens l'autre. Et l'homme, par exemple, lorsqu'il décide de faire une pirouette, il le dit pas verbalement, juste il le signifie. Et la personne est tellement à l'écoute de l'autre que hop, et ça danse. C'est ça qui est merveilleux dans la danse de salon. Donc, les conversations sont un peu des danses de salon. Ouais, c'est une bonne métaphore. J'aime beaucoup. J'ai une tradition à la fin du podcast. Dis-moi tout. Tu dois piocher une carte et répondre à la question qui est sur la carte de la manière la plus honnête possible. Elles sont toutes différentes. Bah, tu n'es pas en train de me piéger. Mais oui, elles sont toutes différentes. Quel challenge traverses-tu en silence en ce moment? Ouais, le challenge que je traverse en silence en ce moment, c'est d'être quitté et de devoir être souriant. C'est pas simple de rompre en public et de sortir un album en même temps. Comment tu le vis justement? Est-ce que tu t'autorises aussi des moments où tu t'exprimes? J'ai pas le temps de pleurer. Et peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, je sais pas. J'ai pas le temps de pleurer, j'ai pas le temps de m'apitoyer. Non, j'ai beaucoup de peine, mais en même temps, beaucoup de joie aussi de me dire que ça a existé. Je me sens très reconnaissant de ça. C'est par là, en fait, que je trouve ma porte de sortie au chagrin, c'est de me dire quelle joie quand même que ça ait pu exister. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai croisé cette fille et que je me suis dit, pourvu qu'elle m'aime un jour. Et de savoir que j'ai eu la chance d'être aimé par elle pendant 3 ans, qu'on a pu fonder un foyer, une maison, enfin... La chance que j'ai pu avoir d'un jour rentrer du travail, de me dire je rentre chez moi, et chez moi c'était elle, il y a quelque chose de... C'est merveilleux, et c'est ma porte de sortie au chagrin. Mais c'est très dur par contre de prendre une balle, et qu'on te dise allez là Félix, il y a une interview, puis il y a la story, il faut que tu vendes l'album, donc tu nous fais le plaisir de... Et en fait, c'est une schizophrénie d'être chez soi vraiment, les meubles sont partis, le salon est à moitié vide, le chat te regarde comme ça en mode pourquoi est-ce qu'il n'y a plus la... Et... d'ouvrir ton téléphone, de faire « Salut les amis, j'espère que vous allez bien », c'est... C'est dur, ouais. Et les gens ne le réalisent pas, parce que c'est fait en silence, évidemment, c'est pas, on n'est pas là pour s'apitoyer, mais les gens parfois se réalisent pas. Réalisent pas, mais je pense que c'est aussi peut-être libérateur parfois d'en parler, tu vois, publiquement, et de... Pas forcément pour s'apitoyer sur son sort, mais simplement pour aussi... partager un moment que tu vis et qui est vrai pour toi, et je pense que ça peut aussi toucher... Oui, bah je l'ai plus ou moins fait avec beaucoup de parcimonie parce que j'ai pas envie que les gens pensent que c'est une quelconque forme d'argument marketing ou promotionnel. Et surtout, j'aimerais protéger la personne qui s'en va. Quand on fait des métiers publics, c'est notre devoir de faire attention à ce qu'on donne et ce qu'on livre de notre intimité. J'ai aucune envie que des gens aillent la retrouver
ou soit brutaux ou maladroits dans les commentaires. Ça est déjà arrivé parce que j'ai beaucoup pris la parole sur ma première histoire d'amour quand j'ai écrit une pièce de théâtre pour elle. Il y a des gens qui parfois pensent me rendre service en mettant en commentaire Elle a eu tort de s'en aller, j'espère qu'elle va revenir. Et t'es là, mais frère, respecte d'abord ses choix et puis ses histoires d'amour actuelles. C'est une femme brillante et merveilleuse et elle a eu raison de s'en aller si je la rendais pas heureuse. Et c'est pareil pour cette histoire-ci. Je fais très attention à ce que je dis d'elle et ce que je dis de nous. Et la seule chose que je veux absolument montrer et dire, c'est à quel point c'est merveilleux d'être aimé et à quel point c'est pas grave de s'en aller. Les histoires, si elles s'arrêtent, les plus beaux livres ont des fins, c'est pas grave. T'es bien entouré dans ce moment-là? Tu te sens bien entouré? J'ai un merveilleux attaché de presse. Ah oui, mais oui, je vois. J'ai fait pas mal le vide autour de moi pendant longtemps. Quand mon travail a commencé à bien marcher, étonnamment, les gens pensent que quand ça commence à accélérer, on est de plus en plus entouré, alors qu'en réalité, on est de plus en plus seul. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis jamais senti aussi seul que quand ça a commencé à fonctionner. Parce que t'as fait un tri ou parce que les gens sont... Parce que j'ai l'impression que la vie est une forme de course et que quelquefois, quand tu passes une vitesse, les gens vont plus à la même vitesse que toi, ils vont plus au même rythme. Et donc, il y a des dissonances et des discordances d'envie, de projets, et le vide se fait seul. Et puis aussi, il y a une incompréhension de combat, de ressenti. Je me rappelle que, tu sais, on était étudiants en théâtre, enfin, on rêvait tous de percer. Et quand mes chroniques ont commencé à bien fonctionner, j'ai commencé à faire 5-6 millions de vues, pratiquement une fois tous les 3 jours. Et les gens, du coup, commencent à m'envoyer des messages. Et je suis dans mon salon avec 2 de mes amis. Et je leur dis, je crois que je le vis pas bien. Tout ça est en train de me terroriser, je me sens dépossédé de ce que j'écris, j'ai peur. Et vraiment, mes potes m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre et m'ont dit, mais frère, c'est le Covid, on a tous des galères à payer nos loyers, on rêve tous de percer, et tu viens nous faire chier avec ton discours de pleureuse, genre, fais-nous le plaisir de kiffer. C'était pas, je le retransmets peut-être très mal, mais il y avait vraiment un regard de frère. T'es en train de vivre ce dont on rêve tous et ce pourquoi on se bat tous, donc fais-nous le plaisir de kiffer. Et je leur dis, oui, mais si vous voyez ce qui se passe à ma place, vous comprendrez. Et en fait, pour eux, c'était inaudible. Il y avait quelque chose de arrête, en fait. Moi, je galère à payer mon loyer, je fais un taf de merde dans un bar, j'ai pas envie d'entendre ça. Et à la fois, c'est profondément légitime, et à la fois, en fait, ça crée une sorte de distance où j'ose plus en parler parce que j'ai pas envie de passer pour un pour y gâter. Enfin. C'est trop intéressant ce que tu dis. Hein. C'est que c'est vrai que ça isole en fait. Ça isole profondément et donc forcément je comprends mieux pourquoi la chose que j'avais constatée c'est que les artistes en fait se retrouvaient souvent entre eux. Tu te dis mais c'est quoi cet entre-soi, bande de bâtards et en fait je comprends mieux, c'est parce qu'en fait tu as besoin d'être avec des gens qui vont plus ou moins au même rythme que toi et qui sont dans les mêmes erreurs, dans les mêmes blessures pour ça crée de la parlotte, enfin t'es au même endroit, on a besoin d'être au même endroit pour parler. Ouais, et qui vont pas juger aussi tes challenges et tes douleurs et c'est comme si tu n'avais pas le droit de te sentir pas bien si ça marche en fait. Oui, et je sais pas si c'est volontaire ou non, mais ouais, c'est un peu de ça. On a besoin de gens qui peuvent comprendre. Et je pense que c'est une grande maturité et humilité de, peu importe l'endroit où tu te trouves dans ta vie, être capable d'entendre la réalité de quelqu'un d'autre. Et oui, enfin, je sais pas, c'est comme entendre un millionnaire qui te fait putain, j'ai pas assez de thunes. Genre, il faut quand même beaucoup de recul pour faire ah ouais, t'as pas assez de thunes. Et c'est un peu ça. Enfin, entendre quelqu'un qui fait un travail merveilleux dans une ville merveilleuse, qui a un immense appartement et qui te dise je suis malheureux, il faut c'est se mettre à sa place, c'est de l'empathie. C'est de l'empathie et comme tu dis, c'est aussi de l'intelligence émotionnelle, de comprendre que c'est pas parce que tu as une certaine richesse matérielle ou une reconnaissance sociale que tu vas forcément être heureux en fait. Oui, bah le bonheur se cache pas là, mais au-delà même d'être heureux, on peut parfois être malheureux et même ne pas profiter, ne pas kiffer, j'ai vraiment cette impression de carrousel où tu arrives à monter dessus, tu es tellement heureux et puis en fait le carrousel va si vite que tu peux un peu avoir la gerbe quoi. Et le succès, parfois, c'est un peu ça. C'est une sorte de grande autoroute où tout le monde va très vite et ça prend vite le cœur et t'as besoin d'ouvrir la fenêtre et de juste remettre la main dehors. Et en même temps, tu te dis, mais putain, je vais pas remettre la main dehors alors que j'y étais, que j'avais pas envie d'y être. Et la réalité se trouve au milieu de la voiture. Elle se trouve à moitié dedans, à moitié dehors. Complètement. Donc aujourd'hui, tu te sens bien entouré quand même ou pas ? Aujourd'hui, j'en suis à la phase merveilleuse où j'ai la maturité
j'ai pris connaissance de l'élan de mon métier. Je suis fasciné, je suis très heureux de faire ce que je fais. Évidemment, il y a encore plein de choses qui me blessent et qui me bousculent, mais je vois plus clair dans ma vie. Et surtout, je suis plus stable pour recommencer à m'entourer. Je découvre des nouveaux amis, je redécouvre des anciens amis. Et je recrée un cercle autour de moi de gens qui ont l'intelligence émotionnelle de savoir et de comprendre où je suis et de moi comprendre là où ils en sont. Et c'est à la fois grisant parce que j'ai à nouveau l'impression d'appartenir à un groupe, à une famille, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps, de ma faute, hein, de mon fait. Je sais pas si c'est de ta faute, je suis pas Je... trop d'accord avec ça. Moi, je revois des moments de vie où j'ai dit non. Hein. Enfin, je revois des moments de vie où on m'a invité à des soirées, à des anniversaires, à des mariages, et où j'ai dit désolé, je peux pas, je travaille à là, désolé, j'en ai pas envie. Euh, je me revois à avoir des discours qui peuvent être distants, quoi. Mais ça, tu l'as fait parce que t'en avais besoin. J'avais besoin de solitude, de distance pour comprendre ce qui est en train de m'arriver. J'avais besoin de plein de trucs, voilà, que j'ai pas envie de verbaliser. Et effectivement, j'ai mis une distance. Et du coup, en fait, cette distance, c'est moi qui l'ai faite. Et en même temps, elle a été respectée. Et puis, bref, il y a eu un vide que j'ai affronté un peu solo. Et au bout d'un moment, ta vie n'est remplie que de collègues. Et puis un jour, tu te dis, j'ai besoin d'amis. Et puis parfois, certains collègues deviennent vraiment des vrais amis. Puis d'autres amis que tu avais laissés sur le coin de la route reviennent en te disant, bah putain, il était temps. Et inverse, à l'inverse. Et aujourd'hui, effectivement, je me sens. C'est agréable de se dire, enfin là, je déménage. Enfin, voilà. C'est ça le bon exemple, c'est ça. C'est quand j'ai emménagé avec mon amoureuse, c'était vraiment la pile poil la période où j'étais seul. Et j'ai déménagé, et j'avais personne à appeler pour déménager. Et ça, c'est quand même un grand symbole dans une vie, c'est de se dire, putain, j'ai personne à appeler. Et les 3 personnes à qui j'ai envoyé un message m'ont dit, frère, désolé, je peux pas. Et là, j'ai redéménagé, parce qu'on a rompu. Mais je suis dans une phase où j'ai reconnecté avec plein de gens et où je recommence à avoir des amis. Et j'avais plein de gens à contacter. Ah, ça c'est beau. Et ça, c'est merveilleux de se savoir aimer. Aimé et soutenu, et le déménagement, c'est toujours un bon indicateur. Ah, Hein. si vous voulez savoir si vous avez des amis, déménagez. C'est le bon test, les amis. Hein. Franchement, allez-y. Alors, si ce n'est qu'une vertèbre avec une bibliothèque, c'est vraiment des bons potes. J'adore. Ton nouvel album, il sort quand exactement ? Le 26 septembre. Le 26 septembre. Et comment il s'appelle ton nouvel album ? Il s'appelle Infini plus 3. Infini plus 3. Ok, génial. C'est un album, du coup, où tu parles d'amour C'est ça, oui. On s'en est rendu compte au fur et à mesure, mais ça raconte une histoire d'amour. Et c'est assez bizarre et drôle, c'est que cet album, du coup, démarre par une rencontre, par l'envie de tomber amoureux, puis par une rencontre, puis par l'histoire d'amour, puis par la rupture, le désespoir, la colère, et la conclusion de l'amour continue même après une histoire, et surtout, il faut s'aimer soi-même. C'est ça la conclusion. Et le dernier titre, il pose la question, que reste-t-il de l'amour qui s'en va ? J'y répondrai sûrement dans la réédition. Et du coup, ça raconte vraiment une histoire d'amour dans sa globalité. Et j'ai écrit cet album étant dans une histoire d'amour, et on a rompu le jour de son annonce. Et j'ai vraiment écrit ce qui était en train de m'arriver avec un petit peu d'avance. Et la fille avec qui j'ai vécu ça, avec qui j'ai fait cet album, est sur les titres qui racontent notre rupture. Elle est sur la couverture de l'album, elle est dans les livrets. Et c'est assez fascinant. Enfin, il y a une sorte de parallèle entre ma vie et ce que j'ai écrit prémonitoire. C'est comme si tu t'avais un peu senti que... Ah non, parce qu'il y a des textes que j'ai écrits sur la rupture, par exemple, quand on venait de se rencontrer. J'ai pas senti, c'est juste, je sais pas, j'ai écrit une histoire prémonitoire qui s'est déroulée en parallèle de mon album. Et effectivement, ouais, le jour où l'album a été fini, on a rompu. Et c'est mignon, c'est joli. C'est intéressant. Ça me plaît. Et là, du coup, comme je le disais, on a fait une reprise d'un titre de Benjamin Biolay qui s'appelle Ton héritage, qui est une lettre à son enfant. Et j'ai demandé à Manon de venir faire des voix dessus. Et à la fin, je lui ai dit, ben voilà, la conclusion de l'album, elle est là. Que reste-t-il de l'amour qui s'en va ? Il reste l'enfant, enfin les enfants, mais l'enfant au sens métaphorique, ça peut être un bébé, bien sûr, mais ça peut être un projet, ça peut être un album, ça peut être un rêve commun, un souvenir commun. C'est ça qui reste de l'amour quand ça s'en va. Et d'avoir ce texte, Ton héritage, qui vraiment est une lettre à l'enfant qu'il a. Je lui ai dit, tous les deux, on vient de faire une lettre à l'enfant qu'on n'aura jamais. Et
voilà, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup ce qui reste, l'être à l'enfant que je n'aurai jamais. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc le 26 septembre, c'est ça? C'est ça, 26 septembre. Trop bien. On va mettre le lien de tes réseaux et aussi de l'album Ça me va. pour que les gens puissent aller le télécharger. Merci Félix. Merci à toi de m'avoir invité, beaucoup. tu rigoles, merci Vraiment beaucoup. merci, c'était un super moment.